C'est une guerre entre deux géants mondiaux et les bouleversements sont immenses jusqu'en France. Alors que Donald Trump a lancé une vaste guerre commerciale contre la Chine en imposant des droits de douane importants contre le pays, la Chine de son côté riposte, elle met en garde les pays qui négocient avec les États-Unis et elle renforce en parallèle ses alliances stratégiques. Alors on a beaucoup parlé de Trump ces derniers jours, quoique, vous l'avez peut-être remarqué dans ce format des Actus du jour, on a réussi à faire plus d'une semaine sans mettre Donald Trump à la une des Actus du jour. On a essayé au maximum de diversifier les sujets. Mais aujourd'hui donc, on va se concentrer sur la stratégie de la Chine. Quel est le but de la Chine face à Trump et à quoi faut-il s'attendre, y compris en Europe? Vous allez le voir, c'est passionnant et extrêmement important pour comprendre la situation. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà on va remettre un petit peu de contexte. Comme d'habitude, en quelques mots, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, elles ont atteint un niveau critique. On a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur la chaîne et sur Instagram. Trump a imposé une surtaxe record de 145% sur la majorité des produits chinois, pouvant même grimper jusqu'à 245% sur certains biens stratégiques, par exemple sur les véhicules électriques. Alors quand Trump impose des droits de douane sur les produits chinois, c'est donc les importateurs américains, donc les entreprises américaines qui achètent ces produits ou ces pièces détachées par exemple, qui payent ces taxes à la douane. Faut donc rappeler que c'est pas la Chine qui paye directement ces droits de douane qui sont augmentés par les États-Unis. Cela dit évidemment, quand Trump augmente les droits de douane américains, ça impacte aussi les entreprises chinoises, puisque ça peut être moins intéressant pour les entreprises américaines d'acheter des produits chinois. Bon, on l'a dit, l'objectif avec ces droits de douane pour Trump, c'est de forcer la relocalisation de l'industrie américaine, mais aussi d'affaiblir la Chine, alors que Trump estime que la Chine est responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis. En fait, Trump accuse la Chine de faciliter l'importation aux États-Unis de molécules qui sont nécessaires à la fabrication du fentanyl. Le fentanyl, c'est un opiacé utilisé au départ dans le milieu médical, mais qui est aujourd'hui largement détourné comme drogue, qui est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses tous les ans aux États-Unis. C'est un véritable ravage sur place. Ça, c'est donc l'argument, on va dire, principal porté par Trump, mais vous l'imaginez, derrière tout ça, il y a surtout une question de rivalité économique entre deux géants. Alors pour terminer le contexte, on l'a dit, face à ça, la Chine a riposté avec des droits de douane de 125% sur les produits américains. Il y a aussi d'ailleurs un embargo, donc une interdiction sur ces exportations de métaux rares, des métaux rares qui sont pourtant essentiels pour fabriquer certaines technologies américaines, comme par exemple les smartphones. Pour terminer ce contexte, mais ça permet aussi de donner les dernières informations, Trump avait donc annoncé il y a une dizaine de jours une pause de 90 jours pour les surtaxes qui touchaient les autres pays du monde, enfin beaucoup de pays du monde, dont d'ailleurs les pays de l'Union européenne. L'objectif affiché par Trump avec cette pause, c'est d'essayer de négocier. Mais en attendant, tous les autres pays, à part la Chine, font face à une taxe de 10% venant des États-Unis. Et là où ça devient intéressant, et on en vient donc au sujet, c'est que selon le Wall Street Journal, Donald Trump pousserait par la même occasion les différents pays à réduire ou à interrompre leurs relations commerciales avec la Chine en échange donc d'exemptions douanières et en échange donc d'une baisse des droits de douane américains. L'objectif serait donc de dire, par exemple, à l'Union européenne, moi écoutez, ce que je vous propose, c'est que je baisse les droits de douane de 10%, je les retire tout simplement, en échange de quoi, potentiellement par exemple, vous devez imposer davantage de restrictions sur les produits chinois. Je dis ça de façon purement hypothétique, c'est un exemple, mais c'est pour comprendre un peu la négociation côté Trump. Alors, quelle est la réaction de la Chine face à ce chantage? Eh bien, vous vous en doutez, la Chine a mal réagi à cette annonce. Elle a mis en garde ses partenaires commerciaux en indiquant que tout accord avec les États-Unis qui compromettrait les intérêts chinois entraînerait des représailles immédiates, sans donner pour autant plus de détails. Voilà donc la rivalité entre les deux géants. Aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis. Sauf que dans les faits, vous vous en doutez, énormément de pays dépendent des produits qui viennent de la Chine. Et d'ailleurs, on le voit dans les ordres de grandeur, puisque pour vous donner une idée, en 2023, environ 70% des pays importaient plus de Chine que des États-Unis, en termes de valeur marchande donc, et la Chine était le principal partenaire commercial d'au moins 60 pays contre 33 pays pour les États-Unis. La Chine présente donc un avantage concurrentiel important dans ces négociations. Alors face à la pression des États-Unis d'un côté et alors que la Chine joue un rôle majeur dans le commerce international, le gouvernement chinois cherche à tisser des nouvelles alliances stratégiques avec d'autres pays, que ce soit en Asie, en Afrique ou encore en Europe. Dans le cas de l'Europe, puisque forcément ça intéresse beaucoup d'entre vous, on peut noter que lors d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le président chinois Xi Jinping a insisté sur la nécessité pour la Chine et l'Union européenne, je cite, attention ce sera long,
d'assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international et résister ensemble à toute coercition unilatérale. Fin de citation. Alors c'est beaucoup de mots qui peuvent paraître un petit peu bullshit dit comme ça, mais ça veut dire concrètement que la Chine souhaite se rapprocher de l'Union européenne. Et pour la Chine, l'Europe, ça peut être un partenaire stratégique incontournable pour faire en sorte que ce qu'ils n'arrivent pas à vendre aux États-Unis, eh bien ils essaient de le vendre en Europe. En effet, il y a déjà un lien important aujourd'hui puisque 20% des biens qui sont importés au sein de l'Union européenne, ils viennent de Chine. L'Europe est véritablement dépendante quand même aujourd'hui, il faut le dire, des produits chinois et c'est de plus en plus le cas au fil des années. Alors maintenant, et ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être dans quelques jours, est-ce que de son côté l'Union européenne a intérêt à se rapprocher davantage de la Chine? C'est là en fait où les négociations vont être très intéressantes à observer dans les prochains jours. En fait, l'Union européenne fait face à deux géants, les États-Unis et la Chine, et elle ne peut pas forcément faire entièrement confiance à l'un des deux. D'un côté, il y a donc ce manque de confiance aujourd'hui du côté des États-Unis en raison donc de ces menaces de droits de douane qui ont été répétées par Donald Trump. Mais de l'autre côté, eh bien c'est une situation délicate aussi. En fait, la crainte du côté de l'Union européenne, c'est que la Chine essaie d'inonder en quelque sorte le marché européen avec des produits chinois, parfois eh bien, à très bas prix, y compris d'ailleurs potentiellement subventionnés véritablement par l'État chinois pour tenter de vendre tout ça au sein de l'Union européenne. Et donc la crainte côté européen, c'est que les entreprises européennes, elles souffrent de cette inondation donc de produits européens. Et c'est clairement un risque qui a été formulé par l'Union européenne ces derniers jours. Alors maintenant, vous l'imaginez, il n'y a pas que l'Union européenne dans tout ça. La Chine cherche aussi à construire d'autres alliances. C'est le cas par exemple en Afrique. En Afrique, depuis des décennies, la Chine investit massivement dans beaucoup de pays et développe des coopérations militaires avec des pays comme le Niger, le Burkina Faso ou encore le Mali. Elle soutient donc sur place des programmes de sécurité. On estime par ailleurs à environ 10 000 le nombre d'entreprises chinoises qui sont présentes sur le continent africain. Il y a aussi des liens économiques importants en Asie. La Chine fait notamment la promotion de sa nouvelle route de la soie, comme elle l'appelle. C'est un projet lancé en 2013 qui vise à améliorer les infrastructures de transport, les échanges commerciaux et les relations économiques entre la Chine et plusieurs pays, notamment en Asie. Il y a eu d'ailleurs une visite récente du président chinois au Vietnam, mais on peut aussi parler du Cambodge ou encore de la Malaisie. Il y a aussi la question des liens avec la Russie, ça on en a déjà parlé il y a quelques jours. En tout cas, en dehors de ces potentielles alliances, la Chine a aussi de quoi faire pression sur les États-Unis puisqu'elle menace de vendre massivement ses bons du trésor américains. Les bons du trésor, c'est un peu comme des prêts que les États-Unis promettent de rembourser avec intérêt plus tard. Aujourd'hui, la Chine détient une grosse quantité de ces bons, c'est environ 760 milliards de dollars de bons du trésor. Et donc, je vous passe les détails des conséquences économiques, mais si demain la Chine décide de les vendre, il y aurait donc beaucoup plus de bons du trésor, donc de dettes américaines en quelque sorte, qui seraient disponibles à la vente. Ça ferait baisser leur valeur. Pour compenser cette baisse de valeur, les États-Unis devraient offrir des intérêts plus élevés pour rendre ces bons plus attractifs. Et donc, eh bien, ça pourrait notamment dévaluer le dollar, perturber les finances américaines et rendre l'emprunt plus cher pour les États-Unis. Ça pourrait donc être une stratégie du côté de la Chine. Maintenant, attention, faut nuancer tout ça parce que ça pourrait aussi perturber l'économie chinoise. Par ailleurs, quand je vous dis 760 milliards de dollars, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ces bons du trésor, on estime que ce serait environ 2% de la dette américaine. Donc on reste sur quelque chose qui est assez minime en soi. Voilà en tout cas pour ce que l'on sait aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou en podcast audio, enfin notamment sur Spotify via l'espace commentaires, si ce genre de sujet vous plaît et ce genre d'approche. Je rappelle au passage que l'actualité au quotidien, vous pouvez la suivre sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Vous êtes près de 4,5 millions à suivre les actus là-bas au quotidien. C'est encore plus que sur YouTube. Merci vraiment pour votre confiance. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les funérailles du pape François, décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, auront lieu ce samedi à 10h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le cercueil sera ensuite enterré comme il le souhaitait à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome et non au Vatican, comme c'est la tradition pour les papes depuis plus de 3 siècles. De nombreux dirigeants ont déjà confirmé leur présence lors de l'inhumation. C'est le cas d'Emmanuel Macron, de Donald Trump ou encore du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le pape François s'est officiellement éteint ce lundi à 7h35 dans ses appartements à l'intérieur de la Cité du Vatican après 12 ans de pontificat. Selon son certificat de décès, il a succombé à un AVC qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Deuxième actu, Emmanuel Macron était en visite ce lundi dans le département français de Mayotte dans l'océan Indien. C'est la
première fois que le président retournait sur l'archipel depuis sa dernière visite il y a 4 mois, juste après le passage dévastateur du cyclone Chido. Selon le dernier bilan, cette catastrophe naturelle a causé la mort de 40 personnes et 3,5 milliards d'euros de dommages. Dans la soirée, Emmanuel Macron a finalement présenté un plan de refondation de Mayotte avec un financement de 3,2 milliards d'euros prévu entre 2025 et 2031. Selon lui, ce plan sera régulièrement passé en revue pour l'adapter au mieux aux besoins de Mayotte. Il comportera des fonds nationaux mais aussi des fonds européens et certains bailleurs internationaux. Un texte de loi devrait également être voté d'ici l'été. Il vise notamment à soutenir l'économie locale, à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, notamment en provenance des Comores, l'habitat illégal et l'insécurité. En tout cas, Emmanuel Macron continue sa tournée dans l'océan Indien. Il était aujourd'hui en visite à La Réunion. On vous tiendra au courant. Troisième actu, je voulais vous reparler de Haïti qui est menacé de chaos total face à la violence des gangs selon l'ONU. Ce pays situé dans les Caraïbes, considéré comme l'un des plus pauvres du monde, fait en fait face actuellement à une nouvelle escalade de la violence des gangs. Selon la représentante spéciale de l'ONU dans le pays, Haïti s'approche même d'un point de non-retour si aucune aide internationale décisive et concrète n'est prise rapidement. Selon l'ONU, 60 000 Haïtiens ont été contraints de fuir les violences et plus de 1000 ont été tués ces 2 derniers mois, alors que plus de 5000 personnes ont déjà été tuées en 2024. Aujourd'hui, 85% de la capitale du pays, Port-au-Prince, est aussi contrôlée par les gangs et de nombreuses personnes craignent que l'autorité de l'État, qui est représentée par un gouvernement provisoire depuis la démission du Premier ministre l'année dernière, ne s'effondre bientôt. En octobre 2023, il faut savoir qu'une mission multinationale de sécurité, dirigée par le Kenya pour soutenir la police haïtienne, avait été autorisée par l'ONU, mais seulement 1000 policiers avaient été déployés contre les 2500 attendus, faute de moyens. L'ONU appelle donc à de nouveaux déploiements et à plus de financement. Quatrième actu, le président du Salvador, Nayib Bukele, a proposé ce dimanche au président du Venezuela, Nicolás Maduro, d'échanger des prisonniers. Concrètement, Nayib Bukele, qui est un allié de Donald Trump, a proposé d'échanger 252 Vénézuéliens incarcérés dans son pays après leur expulsion par les États-Unis contre 252 personnes qu'il considère comme des prisonniers politiques détenus par le Venezuela. Mais cet échange n'a pas été très bien vu, il a même été qualifié de cynique par le procureur général du Venezuela qui a dénoncé des détentions arbitraires. Il exige aussi de savoir quels délits les citoyens vénézuéliens avaient commis au Salvador, s'ils ont été traduits devant un juge et s'ils avaient des avocats. Nicolás Maduro est même allé jusqu'à traiter le président salvadorien de violateur en série des droits humains. En fait, ça fait plusieurs semaines que de nombreuses ONG s'inquiètent des dérives des expulsions américaines forcées vers le Venezuela et sans jugement de personnes appartenant selon les États-Unis à des gangs, alors que de nombreux avocats affirment que leurs clients n'ont commis aucun crime. Cinquième actu culturelle, l'Académie des Oscars va désormais vérifier si les jurés ont bien vu tous les films en compétition avant de les autoriser à voter. Et oui, en fait, jusqu'ici, ce n'était pas contrôlé. Lors de la dernière édition, certains membres avaient même affirmé anonymement ne pas avoir vu le film Dune 2, qu'ils estimaient trop long et avaient quand même voté dans des catégories où il était nommé. Alors l'Académie n'a pas encore précisé comment elle comptait vérifier que ses membres avaient bien vu tous les films, mais selon le média Hollywood Reporter, elle pourrait suivre les visionnages des films grâce à une plateforme de streaming dédiée qu'elle réserve à ses membres. L'Académie a aussi affirmé que l'utilisation de l'IA n'était pas disqualifiante pour un film. La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 15 mars 2026. Et on termine avec cette actu sportive. La gymnaste américaine Simone Biles, septuple championne olympique, a déclaré ce lundi qu'elle n'était pas sûre de poursuivre sa carrière et de disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Dans une interview publiée ce lundi par l'équipe, elle explique notamment qu'il lui faut encore du temps pour se remettre physiquement et mentalement des JO de Paris 2024. Elle explique également avoir sacrifié beaucoup de choses pour la compétition et qu'elle essaye actuellement, je cite, de profiter de son temps libre avant de décider de reprendre l'entraînement et la compétition. À 27 ans, elle a remporté l'année dernière 3 médailles d'or aux Jeux de Paris. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Rendez-vous sur Instagram, je le disais, pour plus d'actualités. Vous êtes plus de 4,5 millions et je suis toujours preneur d'ailleurs de vos retours. On fait de plus en plus de contenus différents sur Instagram, donc toujours preneur de vos retours. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.